Utiliser O3 pour vos rags, c'est l'avenir. Alors non. Apple vient de prouver que c'est littéralement la pire chose à faire. Dans un papier de 30 pages qui démolit cette croyance. Un modèle de raisonnement dans un RAG, c'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche, sauf qu'il rate 80% du temps. Résultat, vous payez 20 fois plus cher pour des résultats 3 fois pires, là où un bon LLM fait bien mieux. Alors pourquoi tous les experts LinkedIn vous le recommandent ? Simple. Ils n'ont jamais lu le papier. Laissez-moi vous montrer. Alors je voulais profiter de l'étude qui est sortie de l'équipe d'Apple pour parler d'un sujet important que j'entends depuis des mois et des mois, depuis la sortie des premiers modèles de raisonnement jusqu'à encore il y a quelques jours. C'est de penser que les modèles de raisonnement, donc les LRM, sont un effet de levier pour les RAG et qu'on peut améliorer leur performance en les utilisant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, alors moi par expérience en faisant, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas le cas et que les modèles de raisonnement dans la majorité des cas sont pas du tout les plus adaptés. Mais maintenant, on a un papier qui permet d'expliquer vraiment pourquoi et on va pouvoir le décortiquer ensemble. Ce qui me fait penser aussi aujourd'hui, donc on est dans une époque de l'IA où pour l'adoption, il va falloir démontrer des preuves et des résultats. Ce qui est normal, hein, à la fin la technologie doit servir les cas d'usage réels et la vie réelle pour être adoptée. Aujourd'hui, la compréhension superficielle des couches fondamentales de la technologie, ça va plus suffire en fait pour pouvoir délivrer un travail de qualité. Et cette asymétrie de l'information, de se dire on est expert à partir du moment où on en sait un petit peu plus que le client à qui on vend une prestation, ce paradigme-là aussi va devoir changer puisqu'il ne suffira pas à déployer des résultats. Et quand on construit des solutions et quand on en teste, prendre le temps d'approfondir ses connaissances sur ces couches fondamentales permet quelque chose d'extrêmement important. Et là, je vais faire deux niveaux. Donc, soit on fait des offres packagées sur des aspects de la technologie matures. Et dans ces cas-là, pas de problème. Si on fait par exemple une automatisation pour les propositions commerciales, on connaît le workflow, on sait comment ça s'intègre dans les métiers, on sait que la technologie elle est mature, pas de souci. On peut acheter ou vendre ça sans trop de crainte puisqu'on sait à quoi s'attendre. Par contre, quand on va être encore sur des sujets d'innovation et qu'on va devoir faire du custom parce qu'il n'y a pas de solution sur étagère qui permette de le faire, là, avoir une compréhension plus profonde de la technologie, même dans la partie conseil, pas que dans la partie build, est extrêmement importante parce que du coup, on va pouvoir guider vers les bonnes solutions et comprendre ces couches-là va nous permettre d'avoir la grille de lecture, de savoir qu'est-ce qui est adressable, quand, pourquoi, est-ce qu'il y a des verrous technologiques, quelles sont les limites, et donc de pouvoir dérouler un projet qui ait du sens et éviter de faire perdre du temps à tout le monde et de l'argent. Alors du coup, si on prend l'exemple d'un RAG général qui va utiliser un modèle de raisonnement. Donc là, il y a OpenAI qui a sorti des connecteurs vers OneDrive, Google Drive, etc. Que ça va être génial et que le RAG maison et que les RAG sont finis, puisque du coup, il suffira simplement de mettre un modèle de raisonnement type O3 sur ces connecteurs et il nous fera tout comme par magie. Alors en réalité, c'est pas le cas pour plusieurs raisons. Et le papier qu'on va décortiquer ensemble va nous donner des éléments de lecture là-dessus. Donc, si je reprends le cas des RH, on veut savoir, un employé veut savoir quels sont les différents types de procédures pour tel cas de figure et commencer à poser des questions un peu plus complexes. Et si jamais je pose des congés à tel moment, mais que je fais ci et que je fais je sais pas quoi, est-ce que en fait j'utilise plutôt mes RTT de l'année d'avant ou ceux de l'année d'après en fonction des politiques de l'entreprise? Bon, là j'invente, je sais même pas si ce cas il existe. Mais qu'en même temps, un autre utilisateur à côté travaille au SAV et doit faire du dépannage technique basé sur toute une documentation technique des fournisseurs d'équipements et que c'est des machines complexes. Pour qu'un modèle de langage soit capable, avec le même prompt système, de satisfaire la demande de la première personne et de la deuxième personne, il lui faudrait donc ce qu'on appelle une capacité de généralisation.
dont on parle quand on utilise le terme des GI, donc Artificial General Intelligence. Donc c'est la capacité en fait, de prendre quelque chose hors contexte, mais de principe de généralisation pour résoudre un problème qu'on n'a jamais vu, même pas dans ces données d'entraînement ou même pas dans la documentation qui existe. Mais en l'occurrence, ce serait un peu comme utiliser un bazooka pour tuer un moustique. Dans le sens où il y a d'autres solutions aujourd'hui qui vont nous permettre de le faire avec une approche un peu plus chirurgicale, mais elles demandent bien évidemment un peu moins de paresse intellectuelle pour comprendre exactement le fonctionnement de chaque brique et comment on va aller arriver à extraire le maximum de valeur dans un cas d'usage précis. Bien évidemment, dans l'idéal, ce serait on a une seule solution et elle sait tout faire. Et ça, c'est un peu la maladie de l'innovation depuis des années, c'est chercher une solution pour tout résoudre. Et se dire que du coup, il suffit qu'on mette ça partout, et puis dans tous les cas, 100% du temps, ça va marcher. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et on n'en est pas encore à ce stade-là. Alors, dans l'approche qu'on voit à côté. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur les RAG, je vous conseille de la regarder, où on développe cette méthode un peu PSOM. L'idée, c'est qu'on va construire le système pour qu'il soit particulièrement performant dans un cadre spécifique. Donc pour ça, on va avoir besoin de préparer la donnée, d'intégrer dans nos systèmes la logique métier pour comprendre l'intention des utilisateurs et donc qu'est-ce qu'il va chercher dans la majorité des cas et comment on peut l'aider. Et ensuite, on va construire toute notre architecture autour de cette logique métier et de ces données pour qu'on puisse obtenir des réponses précises et spécifiques. Donc, si on va vouloir que ça fonctionne à chaque fois, il va falloir que le modèle puisse extrapoler tout seul sur comment je vais faire mon ciblage pour les informations à retrouver dans ce contexte bien précis, en gérant aussi les cas généraux mais les cas particuliers, que j'analyse l'intention de l'utilisateur à chaque fois. Et là, c'est là où ça pose beaucoup de problèmes, c'est que quand on utilise notamment une interface de chat, on a tendance à, nous, utilisateurs, à être un petit peu feignants, donc avoir des requêtes qui sont un petit peu spartiates. Et c'est là où, en fait, plus le spectre de réflexion va être large, plus la façon d'interpréter quelle est son intention va être difficile, et moins on aura de bons résultats. Alors que quand on est dans un cas plus spécifique, dans un cadre de pensée, on est capable, nous, d'aider le système à comprendre quelles sont les intentions. Enfin, plus il va y avoir de data, plus il va y avoir de cas d'usage, plus il va y avoir de bruit aussi, et qui pourra être du bruit dans un cas particulier, mais qui pourra être une information spécifique dans un autre. Et en plus, on va avoir d'ajout de tâches, on va vouloir structurer la réponse du LLM de manière différente, potentiellement, que dans un cas d'usage plutôt qu'un autre. Pourquoi il nous faudrait un LRM, donc avec des capacités de généralisation pour pouvoir être efficace sur tout type de cas d'usage avec le même niveau de précision. Donc là, on parle bien en fait de cas qui vont prendre beaucoup de documents. Et pourquoi on aurait besoin d'une capacité de généralisation? C'est qu'en fait, pour obtenir une réponse de qualité, on va devoir augmenter le nombre d'étapes, vu qu'on ne va pas lui donner et le préparer dans le système avant. C'est-à-dire que quand il va s'adresser à un technicien SAV qui va lui poser une question sur un diagnostic de panne, par exemple, versus un collaborateur qui pose des questions sur sa situation RH, par exemple, pour avoir une réponse de qualité, ça implique que le modèle lui-même puisse jongler entre tous ces différents cas d'usage avec le même niveau de précision. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il adapte le ciblage du retrieval, donc des informations qu'il va aller requêter en base de connaissances en fonction du cas exactement. Ça veut dire qu'en augmentant la donnée, on va augmenter le bruit. Surtout que quand on parle de OneDrive, Google Drive, etc., on peut aussi souvent avoir des problèmes de versionning. On n'a pas toujours des documents qui sont très clean et des structures de documents qui sont très clean. Des fois, on a la même version du document déclinée 10 fois parce qu'on a fait des tests dessus. Et là, en fait, comment on va indiquer au modèle quelle est la donnée pertinente? Je parle bien évidemment pas dans cette vidéo de problèmes de sécurité de données, de souveraineté, de confidentialité, etc. Ça, c'est un autre sujet. Là, on va rester vraiment sur la pertinence et la performance des systèmes. Donc, tous ces cas différents va demander, pour avoir le même niveau de performance dans chacun d'entre eux, de pouvoir cumuler le nombre de tâches et de généraliser une logique à l'échelle de toute l'entreprise. Et c'est là où on va voir en fait qu'on a des gros problèmes déjà,
en termes de technologie pour le faire, mais surtout, c'est un peu de la paresse intellectuelle de penser que en fait, ce genre de systèmes sont capables de faire ça. Nous, on va découper aujourd'hui la partie technique de ces systèmes-là pour que vous ayez les clés de comprendre de qu'est-ce que le modèle est capable de faire ou qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, et déjà comprendre un petit peu mieux quelles briques vous pouvez utiliser. Dans un système qui est plus métier, donc on va se consacrer par exemple que au cas d'usage RH ou que au cas d'usage technique, etc., on va pouvoir construire des systèmes avec des sous-ensembles qui ont beaucoup moins de tâches à réaliser, augmenter la performance, augmenter la précision, augmenter la maintenabilité aussi, qui est très importante. Et on va voir qu'en fait, on va résoudre pas mal de problèmes. Alors, pour le prendre de manière un peu plus appliquée, on va vulgariser une bonne approche du RAG, mais qui va être quand même très vulgarisée. C'est qu'aujourd'hui, quand un utilisateur pose une question, ici, déjà dans un premier temps, la question elle peut être spartiate, ça peut être juste quelques mots, parce que pour lui, l'utilisateur, ça lui paraît évident, l'intention et la question qu'il veut poser, mais le modèle, il va avoir besoin de le comprendre. Donc déjà, il y a des tâches à faire en premier, qui est en fait déjà analyser l'intention. Ça peut être, là c'est des exemples, ça va changer en fonction des cas d'usage. Ça peut être étendre le champ sémantique de la demande, parce qu'on va peut-être vouloir un dictionnaire de synonymes parce que peut-être dans les documents ou dans l'information de la base de connaissances, le terme que l'utilisateur va être employé, il est stocké sous un synonyme. Donc là, on va vouloir l'étendre. On va peut-être aussi vouloir faire du negative prompting. Donc, à savoir, par exemple, quels sont les éléments que je veux exclure de la requête. Un bon exemple, c'est toujours quand vous faites des demandes, par exemple, dans une base technique qui inclut le mot moteur, mais dans lequel il y a aussi un générateur. De base, de principe, un générateur est un moteur. C'est juste que nous, on fait la différence par le nom et on sait à quoi s'attendre. En utilisant les blocs d'informations qui sont issus de documentation, un modèle, il est forcément plus en mesure de faire la différence entre un générateur et un moteur. C'est pour ça qu'on va pouvoir aussi lui donner des termes à exclure en fonction de l'intention et du dictionnaire de synonymes. Et donc de reformuler la requête finale de manière à pouvoir cibler ici les bons morceaux. Donc on aurait notre embedding ici, donc on va faire l'embedding de notre question utilisateur. On va récupérer les informations en base de connaissances. Ici, on pourrait faire un re-ranking, ou mettre au-dessus les informations qui sont les plus pertinentes. Le donner à un autre LLM qui va refaire d'autres tâches, c'est-à-dire lui, il va faire une analyse. Il va regarder par rapport à la question utilisateur du début et les informations qu'on lui a données en contexte, quels sont les éléments les plus pertinents pour répondre. Il va peut-être aussi structurer la réponse dans un format qui est attendu. Il va peut-être des fois même traduire. Il va peut-être etc. Il va pouvoir faire pas mal de tâches de manière à pouvoir donner sa réponse. Donc, ça, si on le sépare en sous-ensembles, on a plus de chances de performance. Par contre, si toutes ces tâches, et plus on veut rendre un modèle précis, par exemple, on veut citer des sources. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai oublié. On va pouvoir citer des sources, par exemple, pour pouvoir retrouver les documents, etc. Tout ça, c'est des tâches qu'on demande au modèle à partir du contexte. Donc, ça consomme de l'inférence. Et donc, si on voulait le faire avec un modèle de raisonnement, il faudrait qu'on ait une capacité de généralisation et une capacité de gestion de nombre de tâches qui soit très grande. Si on le découpe en petits morceaux, on est capable d'utiliser des modèles plus légers. Alors, pour comprendre les limitations et avant qu'on aille dans le papier scientifique, il y a quelques éléments clés qu'il faut comprendre et qui ont un gros impact sur le RAG. Déjà, donc le context window. Context window, la fenêtre de contexte, c'est la capacité totale qu'un modèle est capable de prendre en contexte comme information pour réaliser des choses.
Donc là, en l'occurrence, on aurait notre système prompt. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander de manière générale à chaque fois qu'on va poser cette requête dans le RAG, plus tout le contexte qui va être généré, donc c'est-à-dire toutes les informations qui seront récupérées à partir des bases de connaissances, des questions, pour pouvoir formuler une réponse. Donc, le context window, c'est la quantité totale de texte que le modèle peut voir et traiter en une seule fois. Cette limite, elle est fixe, elle est fixée par le fournisseur du modèle, donc OpenAI, Anthropic, etc. Et ça inclut tout ce qui est prompt, historique et le contexte. Donc j'avais oublié l'historique, la partie chat memory par exemple, si on fait plusieurs demandes en mode conversation. Là où le budget d'inférence, c'est le nombre de tokens qu'on permet au modèle qu'on utilise pour générer la réponse. C'est un paramètre qui des fois peut être ajustable, mais il ne consiste simplement à la génération de la réponse. Donc quand on demande des tâches à réaliser dans un prompt, on est complètement dans cette principe d'inférence. Si je lui demande à partir de ce contexte, je veux que tu réalises ça, que tu traduises, que tu sources, que tu structures la réponse, etc. Donc ça, c'est des tâches qui arrivent pendant l'inférence. Et en fait, si on prend une analogie, on va dire que le LLM, on va dire que le LLM dans un restaurant, la quantité d'informations qu'il est capable de prendre concerne la table, le nombre maximum de convives qu'on peut avoir, les menus, les différents éléments qu'il y a sur la table, les verres, les assiettes, les machins, etc. Donc ça, ce serait tout ce que le modèle est capable de voir. Là où le budget d'inférence, ce serait un petit peu le budget pour commander. C'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur est autorisé à demander. Alors, pourquoi l'inférence, c'est ce qui nous importe aussi dans le RAG? Parce que le nombre de tâches qu'on va demander, donc par exemple, ici ça pourrait être le nombre de plats. Donc voilà, là on veut tel plat du menu, tel plat du menu, tel plat du menu. Ça pourrait être les boissons, il faut telle boisson, telle boisson, telle boisson, réconcilié avec le menu. Et le maintien de l'état et de la dépendance, ce serait un petit peu comme si le LLM c'était le serveur, qu'il n'avait rien pour noter et qui faisait tout de tête. Et c'est-à-dire qu'il va devoir garder en mémoire qui a commandé quoi. Et les dépendances, ce serait quand les plats reviennent, il va devoir réconcilier qui avait demandé quoi pour redonner les bons plats aux bonnes personnes dans les temps. Donc, plus il va y avoir de monde, entre guillemets, à table, plus il va y avoir de tâches, plus on va devoir demander au modèle de faire des efforts de pensée et de maintien d'état et de dépendance, et plus on va atteindre les limites des modèles et ça va être compliqué. Alors, il y a quelques mois, quand les premiers modèles de raisonnement sont sortis, il y avait aussi cette infographie qui a pas mal fait le tour d'Internet, que vous avez peut-être déjà vu. Donc, qui expliquait en fait la différence de budget d'inférence qui était donné par les fournisseurs selon les modèles. Et ici, on voit que la partie qui est laissée à l'inférence, elle n'est pas énorme. Là où, par exemple, dans les modèles de raisonnement, la partie d'inférence l'est beaucoup plus. Alors moi, quand c'est sorti, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit mais c'est génial, ça va changer les RAG, ça va révolutionner, puisque comme on a plus d'inférence, on va pouvoir faire plus de tâches. Et donc à partir d'un gros contexte et de ce qui a été retrouvé, on va pouvoir plus facilement sourcer, structurer les choses, les traduire, mettre de la cohérence dans tout ça et rajouter le nombre de tâches. Sauf que pas du tout, en fait. À l'époque des premiers tests, c'était aussi beaucoup de résultats donc, qui n'étaient pas là et de ressenti de se dire alors du coup, même si on a plus d'inférences mais qu'on peut faire potentiellement moins de tâches qu'avec d'autres LLM sur les mêmes architectures, cette inférence, elle doit être utilisée pour autre chose, notamment par exemple le raisonnement. Mais par contre, il n'y avait pas forcément de moyen de le savoir ou de le vérifier, à part de faire des tests extensifs là-dessus. Ce que l'équipe en fait, d'Apple a fait, ils viennent de sortir donc, un papier qui s'appelle The Illusion of Thinking, et ça va nous apporter des réponses et un cadre précis de réflexion, justement sur une corrélation entre ce nombre de tâches et les performances.
Et on va voir en fait en détail pourquoi les modèles de raisonnement ne sont pas réellement adaptés pour faire du RAG. Donc on a ce papier fait par les équipes d'Apple, donc qui s'appelle L'illusion de la pensée, comprendre les forces et les limitations des modèles de raisonnement sous l'angle de la complexité des problèmes. Donc là on a toute une étude, alors on reviendra un petit peu sur les graphiques après, qui sont super intéressants. Et j'en ai fait une traduction, puisque bon, faisant la vidéo en français, je me dis que ce sera plus simple de partir d'une version en français que j'ai déjà commencé un petit peu à surligner sur les éléments qui m'ont semblé être intéressants. Donc, la génération récente de modèles de langage de pointe ont introduit les modèles de raisonnement large, donc LRM, qui génèrent des processus de pensée détaillés avant de fournir des réponses. Bien que ces modèles démontrent des performances améliorées sur les benchmarks de raisonnement, leurs capacités fondamentales, propriétés d'échelle et limitations restent insuffisamment comprises. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses en construisant des solutions dont on pouvait se rendre compte, on pouvait développer des ressentis et voir en tout cas que les résultats ils étaient pas là, mais on n'avait pas forcément en fait aussi de papier comme celui-là pour bien nous éclairer en fait sur les raisons et les limites à quel moment. Donc, les évaluations actuelles se concentrent principalement sur les benchmarks mathématiques et codage établi, en mettant l'accent sur la précision de la réponse finale. Cependant, ce paradigme d'évaluation souffre souvent de contamination de données et ne fournit pas d'aperçu sur la structure et la qualité des traces de raisonnement. Donc, ce qui est dit là, c'est que les modèles d'OpenAI, par exemple, on ne va pas toujours avoir le processus de raisonnement. Donc on n'était pas en mesure déjà de pouvoir le challenger ou regarder exactement si le schéma de pensée était bon. Ce qui est en fait un peu l'objet aussi de ce papier-là, c'est qu'ils disent dans les benchmarks qu'on regarde juste si la réponse finale est bonne, mais pas si le raisonnement, lui, tenait la route et s'il était bon ou pas. Et ensuite, ils parlent de contamination de données. Donc contamination de données, c'est quoi ? C'est est-ce que dans les cas mathématiques qu'on va donner ou les cas de code qu'on va donner en test pour établir la performance, est-ce que par hasard le modèle n'a pas eu ces informations-là ou ces cas d'usage-là dans ses données d'entraînement ? Auquel cas, ces données d'entraînement seraient contaminées puisqu'il aurait eu ces données-là en entraînement. Donc dans ce travail, nous étudions systématiquement ces lacunes à l'aide d'environnements de puzzles contrôlables qui permettent une manipulation précise de la complexité compositionnelle tout en maintenant des structures logiques cohérentes. Donc là, l'idée, c'est comment on arrive à créer des problèmes dans lesquels l'entraînement a peu d'impact, ou sur lequel, il a peu d'impact, et sur lequel surtout on puisse augmenter graduellement la complexité pour voir en fait à quel moment il est pertinent, à quel moment il l'est moins. Mais ça permet également dans la configuration de tests qui sont réalisés de pouvoir garder les traces du raisonnement du modèle pour avoir un aperçu sur la façon dont les LRM pensent, entre guillemets. À travers une expérience approfondie sur divers puzzles, nous montrons que les LRM de pointe font face à un effondrement complet de précision au-delà d'une certaine complexité. Donc ça, c'est une première découverte qui est super intéressante, donc on va pouvoir regarder comment exploiter après. De plus, ils présentent une limite d'échelle contre-intuitive. Leur effort de raisonnement augmente avec la complexité du problème jusqu'à un certain point, puis décline malgré un budget de token adéquat. Donc c'est qu'on lui a donné suffisamment de budget d'inférence pour qu'il puisse continuer à réfléchir sur cette requête malgré la complexité du problème. Mais malgré le fait d'avoir suffisamment de budget d'inférence, qu'on a vu juste avant, les résultats déclinent quand même. Donc, ils ont comparé également les LRM avec les LLM standards, avec un budget d'inférence équivalent. Et donc, la deuxième découverte, c'est qu'ils identifient 3 régimes de performance. Les tâches de faible complexité, où les modèles standards surpassent les modèles de raisonnement. Les tâches de complexité moyenne, où la pensée supplémentaire dans les modèles de raisonnement démontre un avantage. Et troisième, les tâches de haute complexité, où les 2 modèles connaissent un effondrement complet. Donc ça, c'est intéressant, et notamment pour nos RAG dont on parlait après, puisque si on arrive à découper les tâches
dans nos architectures, par exemple de RAG un peu plus chirurgicaux, on se rend compte qu'en fait le LLM il est plus performant sur un petit nombre de tâches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les tâches de moyenne complexité démontrent un avantage. Maintenant, le jeu, on va regarder, parce qu'il le parle dans le papier, c'est comment on arrive à définir quelles sont faible complexité, moyenne complexité et haute complexité. Ils ont constaté également que les LRM ont des limitations dans le calcul exact. Ils échouent à utiliser des algorithmes explicites et raisonnent de manière incohérente à travers les puzzles. Nous étudions également les traces de raisonnement plus en profondeur, étudiant les modèles de solutions explorés et analysant le comportement computationnel des modèles, mettant en lumière leurs forces, limitations et souvent finalement des questions cruciales sur leur véritable capacité de raisonnement. Donc ce qu'ils vont mettre en valeur, un peu de spoiler, parce qu'on ne va pas faire tout le document ensemble, juste éléments clés, c'est que en fait c'est une imitation de pensée, c'est plutôt de la reconnaissance de motifs qu'un vrai cheminement de pensée comme on pourrait l'avoir. Donc ce que j'ai noté là, leur émergence suggère un changement de paradigme potentiel dans la façon dont les LLM abordent les tâches de raisonnement complexes et de résolution de problèmes, certains chercheurs les proposant comme des étapes significatives vers des capacités d'intelligence artificielle plus générales, donc le fameux AGI. Et donc, le principe fondamental du AGI, c'est la capacité de généraliser un problème, une situation, une demande, etc., avec la réflexion comme on est capable de le faire, ce qu'on appelle aussi le bon sens paysan ou l'intelligence paysanne. Malgré ces affirmations et les avancées de performance, les bénéfices et limitations fondamentaux des LRM restent insuffisamment compris. Des questions critiques persistent. Ces modèles sont-ils capables de raisonnement généralisable ? Si j'ai vu que cette situation arrive pour les avions, est-ce qu'il serait en mesure aussi de se passer pour les bateaux ? Je pense qu'on peut aussi extrapoler en parlant de biomimétisme. Il y a pas mal de choses qu'on a fait ou certaines innovations qui étaient inspirées de la nature ou de ce qu'on pouvait voir dans le comportement intrinsèque d'autres espèces, que ce soit faune ou flore, qui nous ont inspiré pour certaines innovations. Est-ce qu'une intelligence artificielle est en mesure d'avoir les mêmes capacités, donc de faire des ponts entre des choses qui visiblement n'ont aucun lien, mais qui en fait peuvent, où on peut trouver des synergies, où on peut trouver des choses intéressantes à exploiter dans d'autres environnements, dans d'autres contextes. Voilà, donc ce qu'ils disent ici, c'est que bien que les LLM démontrent une compréhension linguistique prometteuse avec de fortes capacités de compression, leur capacité d'intelligence et de raisonnement reste un sujet critique de débat scientifique. Donc ils se posaient des questions pour répondre à ces lacunes, qui avaient plusieurs approches qui ont été explorées, étant la mise à l'échelle à la fois des données d'entraînement et du calcul au moment du test. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est soit on augmente les performances en passant plus de temps à entraîner le modèle à l'avance, ce qui peut être le cas aussi pour les LLM, etc., soit on augmente le budget de calcul pendant la requête, donc ce fameux calcul in test time, pour augmenter les performances en se disant si on laisse le modèle réfléchir plus longtemps, il va nous apporter de meilleures réponses et s'attaquer à des problèmes plus complexes. Et en fait, c'est un de ces paradigmes que ce papier attaque, c'est que c'est vrai jusqu'à un certain stade, jusqu'au moment où ça s'effondre complètement. Voilà, donc ce que je disais juste avant, donc on voit comprendre les modèles de raisonnement large. Des études récentes ont exploré divers aspects du comportement de raisonnement. Les LRM ont montré des comportements émergents tels que la divergence, ça je vais le surligner, la divergence entre les traces de pensée et les réponses finales, ainsi que la préoccupation d'efficacité à travers ce que les chercheurs appellent le phénomène de la surpensée, donc overthinking, où les modèles produisent des sorties verbeuses et redondantes même après avoir trouvé la solution, créant une surcharge computationnelle d'inférences significatives. Dans ce travail, nous analysons systématiquement combien le modèle pense par rapport à la complexité de la tâche. Environnement mathématique et de puzzle. Actuellement, il n'est pas clair si les améliorations de performance observées dans les modèles de pensée basés sur RL récents sont attribuables à une exposition accrue aux données de benchmark mathématiques établies, au calcul d'inférences significativement plus important alloué aux tokens de pensée, donc soit sur les données d'entraînement,
soit sur la partie de calcul qu'on vient de voir, ou aux capacités de raisonnement développées par l'entraînement basé sur le RL. Je pense que c'est le Reinforcement Learning. Donc, il y a une analyse comparative des modèles entre les modèles qui pensent et les modèles qui ne pensent pas sur les benchmarks mathématiques. Donc ça, on va les regarder. Voilà, c'est ici. Donc là, on a des benchmarks. Et on voit la différence entre Claude 3, Sonnet, Thinking et celui qui ne pense pas. Voilà, pareil ici, pareil ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Étant donné ces observations non justifiées et le fait que les benchmarks mathématiques ne permettent pas la manipulation contrôlée de la complexité des problèmes, nous nous sommes tournés vers un environnement de puzzle qui permette une expérimentation plus précise et systématique. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que potentiellement, il y a de la contamination des données, puisqu'il est possible que pendant les entraînements, ils aient déjà vu les mêmes problématiques que ceux du benchmark, que donc il est très difficile de faire confiance à ces résultats-là. Et donc, ils ont recréé un environnement où ils peuvent apporter du contrôle sur les niveaux de complexité, mais également éviter ce principe de contamination. Expérience et résultats. La plupart de nos expériences sont menées sur des modèles de raisonnement de leur homologue non pensant. Donc ça, on l'a vu. Comment la complexité affecte-t-elle le raisonnement ? Et donc là, il montre 3 régimes de complexité différentes. Et ça, c'est une des choses les plus intéressantes que nous, on va exploiter après dans nos systèmes dès aujourd'hui. Donc là, on a un exemple des différents puzzles qui ont été utilisés. Alors sur les régimes de complexité, quand on zoome un petit peu sur chaque détail, on se rend compte ici que les modèles normaux, c'est-à-dire les LLM, sont plus performants que les modèles de pensée sur des tâches à faible complexité, que les modèles qui pensent, les modèles de raisonnement donc, sont plus performants sur les complexités moyennes, et que c'est équivalent sur les hautes complexités, puisque les deux se sont complètement effondrés. Et donc, nous, on a 2 leviers d'action ici, sur les tâches à faible complexité et les tâches à moyenne complexité, sur quels seraient les modèles les plus intéressants à utiliser en fonction du contexte dans lequel on est. Alors, je vous laisserai lire le papier et le document en détail que je mettrai en lien dans la vidéo. Mais qu'est-ce que nous, on peut en retenir et comment ça peut nous servir ? Alors, qu'est-ce que ça met en valeur ? Ça met en valeur déjà qu'il y a 3 niveaux de complexité dans lesquels on a des LLM qui sont plus performants que les LRM et inversement. Donc, ici, on sait qu'en faible complexité, le gagnant, c'est le LLM. Que pour les complexités moyennes, c'est le LRM, mais que une fois qu'on est dans des hautes complexités, il n'y en a aucun des deux, grosso modo, si on simplifie. Avant, on améliorait les modèles en les entraînant plus longtemps. Donc sur la partie ici, entraînement, pré-training, post-training. Maintenant, on les laisse réfléchir plus longtemps, ce qui est la partie inférence, quand on pose une question, en partant du principe qu'on peut augmenter les performances en laissant réfléchir plus longtemps. Pourquoi c'est important ? Et l'insight clé en fait du document, de l'étude, c'est qu'on pensait que donner plus de temps de réflexion au moment du test, c'est-à-dire au moment de la requête, allait tout résoudre. Mais en fait, pas du tout, puisqu'on voit qu'il y a un effondrement en termes de niveau de complexité. Maintenant, ce qui est important pour nous de le savoir, c'est jusqu'à quel moment les modèles de raisonnement sont pertinents en termes de complexité, pour savoir quand c'est qu'on peut les utiliser. Et donc, on peut regarder cette petite matrice et se dire, quand on est sur 1 à 5 étapes dans un processus de réflexion et qui doit peut-être un peu changer en termes de tâches, parce que je pense que c'est un peu plus permissif que 1 à 5, ici, on sera plutôt sur du LLM. Moyenne 5 à 20 étapes de réflexion LRM. Et au-delà de 20 étapes de réflexion, ça sert de toute façon à rien de même y réfléchir puisque ça ne va plus fonctionner. Alors, comment nous, on peut en faire un arbre de décision ? Est-ce que les tâches qu'on va faire nécessitent un raisonnement ? Non. On va utiliser un LLM. Si oui, combien d'étapes y a-t-il de raisonnement ? 1 à 5.
Mais est-ce que les étapes ont des dépendances les unes des autres? Est-ce que je suis capable de réaliser l'étape 3 si je n'ai pas réalisé d'abord l'étape 2 et l'étape 1? Ben, si on peut les faire en parallèle et qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre ces étapes-là, ben on utilisera un LLM. Si c'est moyen et qu'il y a quand même du lien, ben on utilisera plutôt un LRM. Pareil, de 5 à 20 étapes, on utilisera un LRM. Maintenant, pour les tâches de haute complexité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et qu'il faudra attendre. Non, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décomposer la problématique en plusieurs blocs, plusieurs étapes, plusieurs outils, et en fait venir mettre des choses spécialisées dans chacune de ces briques pour reproduire le même résultat. Par exemple, un des exemples de RAG serait été d'utiliser un LLM au début pour gérer la partie question utilisateur et la partie retrieval, donc de l'information en base de connaissances, et en utiliser un autre pour la partie analyse et production de la réponse. Donc en exemple concret, ça nous donne quoi en faible complexité? Par exemple, si on veut résumer un texte, le traduire, classifier et faire une FAQ dessus, on a une étape, une transformation, une décision, une recherche directe dans ces informations-là. On est à moins de 5 opérations, donc on peut utiliser un LLM standard. Si maintenant on veut faire du debug de code, 5 à 10 vérifs, planifier un projet pour reprendre ses développements ou faire une analyse SWOT complète des preuves mathématiques, etc. Là, on va regarder le nombre d'opérations et dans ces cas-là, on sera plutôt dans LRM. Alors, là, ce que je viens de dire n'est pas très clair, je m'en rends compte. En fait, grosso modo, c'est là pourquoi les modèles de raisonnement sont très performants dans des outils de vibe coding, par exemple. Donc, prendre certains éléments en contexte et réfléchir à différentes approches, à venir débugger du code. Et là, on voit qu'on est un petit peu, entre guillemets, dans la zone de génie de ces modèles-là. Et ici, donc plus de 20 opérations complexes, ce serait optimiser une supply chain, faire une simulation d'un environnement physique, faire un planning avec plus de 20 contraintes, donc je sais pas, de l'ordonnancement par exemple, compilation de code complexe. Bon ben là, il va falloir soit découper les tâches en plus petits éléments qu'on est capable de traiter individuellement, soit par de l'automatisation, du machine learning, même du LLM, ou soit en fait spécialiser un modèle sur des cas d'usage très très précis, potentiellement même par du fine-tuning. Voilà, par exemple, ici on voit une décomposition d'une tâche de haute complexité. Donc soit on le décompose en sous-tâches qu'on va pouvoir donner à des LRM ou des LLM, ou on peut utiliser, ça peut être et ou je pense aussi selon les architectures, utiliser des outils spécialisés, un solver mathématique, une base de données, des API spécialisées vers un outil X. Donc, quand vous êtes sur la construction d'un système, nous, ce qu'on va nous intéresser, c'est de compter les étapes séquentielles requises pour arriver au résultat, identifier s'il y a des étapes des dépendances entre les étapes, évaluer la quantité d'états contexte à maintenir. Donc, si je reprends le cas du serveur, mais des fois pour réaliser des opérations, il faut garder en mémoire les éléments précédents. Si échec à plus de 50%, considérez de tester un LRM. Et si le LRM échoue à plus de 80%, il faut décomposer. Donc là, on est vraiment sur du test aussi à partir de cette étape-là. Donc les signaux qu'on est en haute complexité. Le modèle commence bien, même dans son raisonnement ou autre, et puis il déraille complètement. Les réponses sont incohérentes entre les différents essais. Donc là, ça pourrait être typiquement un RAG, c'est un bon exemple. S'il vous a donné la réponse bonne une fois, mais que les deuxième fois et la troisième fois, c'est plus le cas, et la quatrième fois, oui, etc., on est peut-être déjà dans ce cas de surcomplexité où vous lui demandez trop de choses. Le modèle oublie des contraintes que vous lui avez données, donc ça c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent au début, c'est-à-dire que par exemple j'allais avoir la bonne réponse mais j'avais plus la réponse formatée au bon endroit, ou alors j'arrivais pas à avoir de source. Il me mettait bien toutes les bonnes réponses mais j'avais plus le bon document, les bonnes pages, etc. Donc là c'est pareil, quand ça arrive, moi ce que je conseille c'est plutôt de découper et d'essayer de garder en nombre de tâches assez réduites et assez simples pour augmenter la performance.
Diminution de la qualité avec plus de tokens. Donc plus vous mettez de contexte ou plus vous augmentez le max token d'output, puisque certaines fois vous avez accès à ce paramètre. Et on voit que la qualité baisse, plus on augmente le nombre de tokens en sortie. Et on a des échecs même avec des instructions détaillées. Donc là, instructions détaillées, je me demande si on pourrait même pas appeler sur des tests en overfitting, quoi. Donc overfitting, c'est quoi? C'est contraindre tellement un modèle à apporter une réponse précise à cet endroit-là, qu'en fait, du coup, vous perdez la flexibilité pour les autres cas parce que vous l'avez tellement contraint. Mais par contre, ce qui est intéressant de le tester dans ce cas-là, c'est même si on le contraint, est-ce qu'il donne quand même la mauvaise réponse ou est-ce qu'il arrive à apporter la bonne? Et là, on arrive à voir si on a un problème de haute complexité ou pas. Alors, si je reviens sur notre partie du RAG, et pourquoi en fait les modèles de raisonnement vont être limités, c'est que pour avoir l'habitude d'en construire avec des LLM, il y a beaucoup de tâches à réaliser en réalité. Ne serait-ce que pour la gestion utilisateur, on a déjà en moyenne entre 3 à 5 tâches. Ensuite, on a toute la partie du système RAG, dont je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais une fois qu'on a récupéré notre contexte ici, on va aussi avoir tout un tas de tâches. Établir les sources, traduire, avoir le bon format, la bonne structure, etc., etc. Donc on a aussi un ensemble de tâches. Et là, en fait, ce qu'on demande en plus, c'est que si jamais l'utilisateur pose une deuxième question, déjà il va falloir récupérer tout l'historique de la conversation à traiter en plus de toutes ces nouvelles tâches que vous allez devoir refaire à la deuxième boucle. Mais c'est que surtout, quand on imagine utiliser un LRM pour plein de cas d'usage différents, à l'échelle dans une entreprise, autant pour le RH que pour le marketing, le SAV, le CI, etc., en fait, on va demander en plus au LRM d'avoir une capacité de généralisation qui va lui permettre d'adapter chaque étape de son système en fonction du type de données, du type d'utilisateur, du type de demande. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est déraisonnable de demander à un modèle de pensée, un modèle de raisonnement, d'être un peu le RAG à tout faire avec un bon niveau de performance. Ce qui est intéressant aussi, c'est, à mon sens, il est préférable de découper les systèmes dans un nombre de tâches assez faible et garder la performance des LLM qui est meilleure qu'un LRM quand on a peu de tâches, parce qu'on va avoir plus de contrôle, on va pouvoir venir vérifier là où ça marche pas, et ce sera beaucoup plus facile à maintenir. À partir du moment où on est en LRM, et en plus si vous utilisez les modèles d'OpenAI comme O3, où en fait on n'a pas accès à tout le chemin de pensée, en fait vous utilisez une boîte noire, et en cas de problème que vous êtes incapable de troubleshooter, et en plus à qui vous demandez tellement de tâches à réaliser dans le contexte d'une requête, qu'en fait c'est un petit peu pour l'instant voué à l'échec. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 3 mois ou dans 6 mois? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres générations de modèles de raisonnement qui permettront de le faire? Certainement, peut-être. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je vous déconseille fortement d'utiliser des modèles de raisonnement pour faire vos règles. C'est un sujet qui n'est pas facile à vulgariser. Il y a énormément de concepts et le champ des concepts est tellement grand. J'espère que j'aurais pas fait un job trop dégueulasse à essayer de justement vous vulgariser un petit peu tout ça et donner ma lecture et les éléments de réflexion sur comment on peut utiliser aussi une étude et un papier de ce type-là dans nos cas d'application réels. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des éléments qui mériteraient d'être creusés un peu plus, si vous voudriez voir des exemples appliqués de comment on met ça en œuvre dans des systèmes et comment on l'utilise pour extraire le plus de valeur dans nos systèmes. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, et je vous dis à la prochaine vidéo.